Les derniers réglages. C'est bon. Oh, on aurait dû faire les Dalton. Oh, là, c'est pro. Ah, je suis caché par le logo. Attends. Ah ouais, mince. Voilà. Tu es l'éco-village. Ah, ça y est. Oh là là, Adrien, la technique. Et ben let's go. C'est parti. Ok. Attends, l'enregistrement est lancé? Ouais. Ok. Eh ben, bienvenue à toutes et tous à ce webinaire sur l'éco-village de Pourgues. On est vraiment ravis, comme vous pouvez le voir, il y a de la joie dans la salle. Donc là, vous nous voyez tous les quatre, les personnes qui allons présenter ce soir, avec nos prénoms inscrits, et une personne que vous ne voyez pas, qui a la technique, Adrien, qui est en train d'assurer tout l'aspect technique. Merci Adrien. Donc voilà, on est 5 à prendre soin de vous ce soir, avec le but tout simplement à la cool de vous présenter notre projet, de vous dire un peu où on en est pour les personnes qui nous connaissent, et puis les personnes qui nous connaissent moins, découvrir notre projet, et notamment à quoi ressemble le processus d'intégration. Et c'est pour ça qu'on a notamment invité Martine aujourd'hui, qui est arrivée à Pourgues depuis décembre, et qui va partager un témoignage de ce que c'est que d'être une jeune pourgouilloute. Une jeune pourgouilloute aux cheveux blancs. Alors, c'est parti. Peut-être qu'on peut lancer la première planche. Je sais pas si... Waouh. Merci. On se fait dans 3 quarts d'heure. Ouais, alors c'est ça. Donc ça va durer 1h30 environ. On va essayer de vous présenter tout en 45 minutes, et ça va être 45 minutes d'affilée pour qu'ensuite on puisse aussi garder ça comme un replay qui sera facilement visionnable par des absents. Et on gardera largement le temps qu'il faut, 45 minutes, pour échanger avec vous, pour répondre à vos questions. Voilà. Donc installez-vous bien confortablement, c'est parti. C'est avec que je parle. Je suis sûre, on s'installe. Non, mais c'est bien. Donc voilà, planche suivante. Alors, la manière avec laquelle ça va être structuré, on va d'abord vous présenter les fondamentaux de notre projet, puis quelques bases sur notre mode de vie, à quoi ressemble le lieu et qu'est-ce qui est déjà installé sur place, les infrastructures, quelles sont les activités collectives qui sont en place, donc le processus d'intégration, comment est-ce qu'on fait pour rejoindre Pourgues. Ensuite, on réservera un petit peu de temps pour vous parler de l'opportunité de placer son argent à Pourgues, donc ça, on fera une parenthèse là-dessus. Et le timing n'est pas exactement celui que j'ai annoncé, mais il faut retenir qu'en gros, en 45 minutes, on va couvrir tout ça, et qu'ensuite, on passera aux questions-réponses. Slide suivante. Donc, pour commencer, moi, je vais vous partager les fondamentaux du projet, donc, en rappelant un peu l'histoire de comment c'est né et avec quelle idée. En 2016, en fait, Marjorie et moi, on était en visite au hameau des Buis, qui est un lieu qui a été créé par Sophie Rabi, Laurent Bouquet et d'autres. Et on était allé leur transmettre, à cette époque, Marjorie et moi, on avait créé un lieu qui s'appelait l'école dynamique à Paris. C'était une école démocratique qui est connue pour être un lieu où les enfants ont vraiment la liberté de choisir ce qu'ils font de leur journée, ce qu'ils veulent apprendre et tout ça. Et pendant qu'on était en visite au hameau des Buis pour leur transmettre notre expérience de l'école dynamique, c'est là qu'a émergé le rêve, vraiment de manière assez fulgurante, de créer un éco-village, qui est quelque chose qui germait un peu dans nos esprits, Marjorie, Johan et moi, depuis un moment, chacun de notre côté, mais là c'est vraiment devenu l'évidence. On avait envie de fonder une communauté, et en plus avec notre expérience de l'éducation démocratique, ça nous a donné l'idée de donner une couleur particulière à cet éco-village, et de le centrer sur cette approche, ce concept de l'éducation démocratique, et de mettre l'accompagnement des enfants au cœur de notre projet. Attends, excuse-moi, je vois qu'on nous entend pas bien à cause de l'écho, ça va mieux ou pas? Est-ce que vous m'entendez bien? Non, pas encore, ça résonne et c'est assez faible. Alors on sent l'oreille, on y arrive, mais on va s'approcher. D'accord, on va s'adapter. On entend bien, peut-être monter le... On va être faible. Alors, est-ce que c'est mieux comme ça?
petit l'instant. peu. On voulait peut-être... Tu peux dézoomer un peu avec la cam. Non, on peut Non. pas dézoomer avec Bah, cette écoute, comme c'est toi qui parles, vas-y. Fais focus sur toi. Ok, d'accord. On va tourner du coup, la caméra quand ce sera à d'autres de parler. Ok. Est-ce que là, c'est mieux? Bon, je suis quand même assez proche du micro, donc normalement, ça devrait aller. Oui. Ok. Donc ce que je disais, c'est que voilà, donc on a eu ce projet donc, de partir de l'école démocratique et aller vers l'éco-village. Et on a lancé ce projet en mai 2016. Vraiment dès qu'on est rentré du Hameau des Buis et qu'on est retourné à Paris, on a lancé le truc direct en fait. Et ça a mis 9 mois de gestation pour naître réellement. On a visité un seul lieu, qui est ce lieu en Ariège, qui s'appelle Pourgue. Donc on a gardé le nom du lieu. Et on a eu vraiment le coup de foudre. Enfin, vous pouvez voir cette photo. Dès qu'on est arrivé, qu'on a vu cette vue, on s'est dit, mais waouh, c'est vraiment là qu'on a envie d'être. Et en plus, l'Ariège, c'est quand même un territoire qui est assez génial, où il y a plein de choses qui se passent depuis les années 70 et qui se développent. Donc on se sentait vraiment bien là-bas direct. Et voilà, et on est parti dans le processus. Et en mars 2017, il y a les premières personnes qui ont posé leurs valises et l'aventure a commencé. Et Marjorie et moi, on est arrivés en mai de cette année-là, en mai 2017. Et après, on s'est posé la question de comment mieux mettre des mots sur les fondamentaux de notre projet, comment mieux le définir. Donc là, vous voyez tout un ensemble de mots-clés apparaître. Donc libre d'être soi ensemble, on a beaucoup aimé cette formule, qui est la première qui nous est venue pour cibler quelle est notre vision. Et ça fait référence à ce que je vous ai dit déjà, le fait que les enfants sont libres de mener la vie qu'ils veulent et ne sont pas sous la contrainte d'un programme scolaire. Et en fait, ça s'appliquait aussi à nous dès le départ. On a ancré l'idée de ce projet dans voilà, être assez ambitieux sur cette notion de liberté, de se dire qu'on a envie que les adultes qui viennent s'installer ici renouent avec cette liberté de vraiment faire ce qui leur plaît dans leur vie et de trouver des domaines d'activité où ils se sentent passionnés et épanouis et de ne pas devoir souffrir pour gagner de l'argent et pour pouvoir avoir son gagne-pain. Donc ça, c'est l'ambition du projet, de réunir des personnes très diverses venant de milieux sociaux très différents et qui ont eu des enfances et des vies très, très différentes, hein, c'est vraiment notre réalité, et que ensemble on puisse vivre ce rêve d'être épanouis ensemble, quoi. Et donc dans libre d'être soi, il y a les libertés, il y a la notion d'authenticité avec le être soi, et avec ensemble, il y a la notion du collectif. Ensuite, on a ces 3 mots-clés que vous voyez, authenticité, solidarité et créativité. C'est un travail qu'on a fait sur nos valeurs et on a essayé de retranscrire c'est quoi ce qui est le plus fort dans notre ADN, et s'il fallait retenir 3 mots, ce seraient lesquels. Et finalement, ces mots, ils ont été surtout posés par des personnes qui viennent sur Pourgue et qui nous rendent visite et qui disent « Waouh, mais c'est incroyable le niveau d'authenticité qu'il y a chez vous », donc on a retenu ça. On s'est dit « Bah ouais, c'est vrai que c'est dans l'ADN de notre projet, c'est quelque chose duquel on est finalement assez heureux et satisfait, et quelque chose qu'on cultive de manière consciente, hein, cette authenticité, et en plus, on nous le renvoie en miroir quand des personnes viennent de l'extérieur. Et voilà, c'est quelque chose que les personnes notent. Ensuite, la solidarité, alors elle se voit de plein de manières différentes. Déjà, la solidarité en premier lieu économique, on mutualise énormément de choses. Il y a des milieux sociaux et économiques très différents qui sont mis ensemble, qui vont vraiment des personnes qui vivaient dans une relative précarité financière à des personnes privilégiées comme moi. Et il y a vraiment un monde, tout un extrait assez représentatif de la société qui s'est réunie et qui met en commun, donc où il y a de la solidarité qui se joue. Il y a cette solidarité intergénérationnelle aussi, dans tous les échanges qu'il peut y avoir dans l'informel, entre les enfants, les adultes, les ados. Et puis, alors, il y a cette notion de créativité. Alors, pourquoi est-ce qu'on a retenu ça? On a vu que, mine de rien, l'ambiance qu'on a créée ici est très favorable à, en permanence, trouver des solutions innovantes et créatives aux défis qui sont là et être en perpétuelle expérimentation et évolution. Et ça, c'est quelque chose qu'on remarque beaucoup en venant chez nous, c'est que les personnes qui séjournent chez nous remarquent qu'on a des facilités avec la nouveauté, avec le changement, avec le fait de se remettre en question, de re-questionner chaque chose et chaque détail en profondeur et d'être dans une certaine profondeur de réflexion.
et voilà, et d'essayer de trouver toujours des nouvelles voies encore plus créatives et plus satisfaisantes, quoi. Voilà en résumé les fondamentaux du projet. Et ensuite, on vous en dira plus sur la mission qui est inscrite en dessous de la photo, qui dit déployer un écosystème d'apprentissage et cultiver un mode de vie résilient et responsable avec la suite. Ça, c'est plus préciser qu'est-ce qu'on fait concrètement ici, qui est de mettre en place quelque chose qui a une allure d'école, mais très alternative pour les enfants et pour les adultes, donc tout un système apprenant. Et un mode de vie plus écologique, plus résilient, voilà, où on prend soin de nous-mêmes, de notre collectif et de notre environnement. Voilà pour ce qui est des bases du projet. On passe à Marjorie et Guillaume. Je suis de retour. C'est à toi. Oui, je ne vais pas trop m'avancer sinon. Alors au niveau du mode de vie, c'est vrai qu'on avait au départ plusieurs piliers. L'écologie en était un et c'est pas celui qui a été développé en priorité, mais là on est bien dedans. Donc on essaye au niveau des énergies renouvelables, par exemple, en ce moment on est en cours de changement de la chaudière qui était au fioul, qui va passer chaudière à bois. Potager assez vite au départ du projet, voilà, il y a eu différents potagers qui ont vu le jour, il y a eu beaucoup d'arbres plantés au niveau du verger. Et on a un système de tri des déchets, on va à la déchetterie, on a le carton, etc. Bon, on essaye de valoriser tout ça, notamment au niveau de la cuisine. On a eu du compost, on nourrit les poules avec les restes. Bon, maintenant c'est aussi les moutons, on a quelques animaux qui sont là. Et le fait d'acheter collectivement permet de réduire les coûts. On fait des achats avec des grossistes et on a les trucs Biocoop même quand on se sert pour faire la cuisine ou ramener à manger chez soi. Donc c'est au niveau de l'écologie, je dirais, on est en cours d'amélioration, on est même bien et on essaie de toujours essayer de se remettre en question comme Zéramine pour essayer d'atteindre toujours un peu mieux, un peu plus. Je n'irai pas jusqu'à le mot sobriété parce qu'on n'est pas non plus à 100% dedans. En tout cas, on s'en vient. Au niveau de l'humain, vous verrez après, on a différents rôles chacun. Moi, je suis responsable notamment du pôle humain. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'humain, on a plusieurs thématiques dedans. Il y a le système restauratif, comment on prend soin les uns des autres au niveau de la communication. Là, j'ai un petit conflit ou j'ai un petit caillou dans la chaussure avec cette personne. Bon, ben voilà, un système de clearing, etc. On pourrait vous en parler plus si vous voulez dans les questions. En tout cas, le but, c'est de transformer le conflit pour ne pas rester dans ce truc de « Ah, je le cache sous le tapis et puis bon, ça passera. » Et puis bon, quand ça ressort, c'est un tsunami le truc. Donc, on essaye de traiter au mieux les choses et on n'est pas obligé de s'engueuler pour les traiter. Ça, c'est remarquable. On peut le faire avec bienveillance. C'est pour ça on travaille aussi beaucoup sur la notion de bien-être. Moi, je sais pas, quand vous avez un conflit, perso, je me sens pas bien. Et non, bien-être et convivialité, on a rajouté ces pôles-là aussi pour arriver à quelque chose de... quand on fait des chantiers collectifs, c'est important de fêter. Quand on a une réussite, c'est important de fêter. Quelqu'un qui part, on fête. Alors, on n'est pas non plus toujours en train de faire la fête, mais quand on fait beaucoup de choses, on ne se rend pas compte qu'on oublie de fêter. Et ça amène quelque chose dans l'énergie du groupe qui, mine de, sclérose un peu des fois l'ambiance. Donc, on a la convivialité, le bien-être, je ne vais pas m'étendre plus. On a la santé et tout ce qui est fête culture. Donc santé, c'est comment chacun prend soin de soi, que ce soit physiquement, à travers l'alimentation, comme à travers des pratiques, le yoga, la méditation, le sport, mais aussi santé mentale. Est-ce que voilà, je suis à l'équilibre avec moi-même? Est-ce que je gère mes tensions? Est-ce que je suis autonome dedans? Est-ce que j'ai besoin d'aide? Voilà, notamment avec les thérapies. Il y en a plusieurs parmi nous qui suivent une thérapie. Et puis, celui d'humain, c'est aussi l'intégration et les sorties. Intégration, ce dont on va vous parler après, les gens qui veulent rejoindre le projet. On a des départs, on a des arrivées, comment on gère tout ça. Et la sortie, c'est aussi un process qu'on n'avait pas jusqu'à il y a peu, mais suite à un joli conflit, on s'est dit, ah ouais, quand même, c'était important d'avoir un système de sortie parce qu'on ne va pas forcément vivre à vie ici. Et comment on fait? Voilà pour la partie humaine. Eh bien, je vais prendre la suite. Pour l'organisation horizontale, du coup, Pourg, c'est un lieu de vie, comme Ramin l'a expliqué aussi, et c'est également une entreprise. On est une petite trentaine à travailler ensemble et à décider ensemble. Et on a eu envie de proposer une organisation qu'on appelle horizontale, c'est-à-dire qu'on a une gouvernance partagée.
pour décider ensemble, pour agir ensemble, pour créer des choses ensemble. Donc on a plein de différentes réunions, de différents outils qui permettent de partager le pouvoir équitablement, en tout cas pour que chacun ait sa part. Donc on a mis quelques exemples et on pourra préciser après dans les questions-réponses. Il y a le conseil de village qui est quand même une réunion importante où on va décider collectivement de décisions qui sont plutôt conséquentes, avec un vote à la majorité. On a fait ce choix-là où chaque villageois peut donner son avis et voter ensuite. Il y a aussi un bel outil qui s'appelle la sollicitation d'avis et qui permet finalement de sortir du modèle du format réunion et d'être plutôt dans chaque individu peut agir et créer des choses en menant une sollicitation d'avis. Et puis voilà, on a aussi Agora, Discord, c'est d'autres formats de réunion qui traitent des sujets et des tensions différentes en fonction des besoins. Donc l'idée de cette gouvernance, c'est qu'il y a différents besoins et comment on peut y répondre de manière juste en ayant un maximum de communication. Parce que Guillaume parlait du pôle humain et finalement le système humain va bien s'il y a beaucoup de transparence, de communication et que l'information circule un maximum. Donc voilà, il y a toute une organisation qui permet ça pour que la démocratie finalement se vive, puisque à la base on vient des écoles démocratiques et donc on a voulu s'inspirer de ces écoles-là et donc on a quelques outils comme ça qui permettent de vivre une démocratie plus juste et horizontale, quoi. Et donc on en vient au pôle éducation. Et donc notre identité, c'est l'éducation démocratique, qu'on appelle aussi éducation autodirigée, avec beaucoup de motivation intrinsèque dedans, à la fois pour les enfants, mais pas que, puisque c'est un lieu d'apprentissage aussi pour les adultes. Voilà, quel que soit notre âge, on est dans un milieu d'éducation démocratique, où chacun va se connecter à sa motivation intrinsèque. Donc c'est important pour nous que nos enfants puissent s'y connecter et de respecter ça. Et on a mis en place ce qu'on appelle Grandir à Pourgues, qui est, on va dire, une organisation qu'on a mis pour les enfants pour faciliter leur immersion à Pourgues et qu'ils puissent s'empouvoirer, je ne sais pas si c'est un mot français, s'empouvoirer de qu'est-ce que c'est qu'incarner la démocratie, qu'est-ce que c'est qu'être à Pourgues et pouvoir agir et décider à Pourgues. Du coup, voilà, on est organisé, on a des rotations entre parents pour organiser le groupe d'enfants et leur proposer des activités et vivre aussi la démocratie, donc les aider à mener des projets, à avoir accès à l'information qui est nombreuse à Pourgues. On pourra en détailler un peu plus tout à l'heure si vous avez envie. Donc on est une douzaine d'enfants entre 3 et 14 ans. Et on a le projet de créer une école démocratique de Pourgues avec cette petite touche de forest school, parce qu'il y a pas mal de personnes qui se sont dit on est quand même dans un environnement hyper forêt, hyper boisé, pourquoi ne pas intégrer la forest school aussi dans notre école. Donc voilà, on est en train de dessiner tout ça avec une envie en janvier 2025 de créer cette école formelle, on va dire, en tout cas officielle. Voilà pour l'éducation. Bon, sur le temps, on est pas mal. Alors, donc voilà notre organisation. Moi, j'ai oublié de mettre à jour et de dire que c'était en 2024. Ça, c'est vraiment une planche juste pour vous partager que maintenant, on a une organisation qui est relativement rodée, où on a défini vraiment dans notre fonctionnement les 150 rôles en fait, qui sont nécessaires d'être attribués pour que l'ensemble puisse tourner. Sachant qu'un éco-village, c'est tout un monde où il y a plein de choses qui se passent et du coup il y a besoin de structurer et de catégoriser ça pour qu'on s'y retrouve et s'assurer qu'il y a le niveau d'engagement suffisant en fait, sur chaque rôle en fait, pour que ça tourne bien. Donc là voilà, pour vous donner une idée, il y a ces 7 personnes qui ont des rôles de coordination générale en fait, de chacun de ces 7 pôles, qui sont la gestion, l'humain, l'éducation, la nature, l'aménagement, l'accueil et le foyer. Et puis, ces personnes ont la responsabilité de s'assurer qu'au sein de leur pôle, les rôles sont correctement distribués, qu'on atteint nos objectifs au cours de l'année, qu'un budget est tenu. Voilà. Donc c'est vraiment des choses assez classiques finalement de gestion, comme si on était dans une entreprise.
Et avec le truc intéressant que en fait, chacune de ces personnes n'est pas juste cantonnée à ce rôle-là. Finalement, un peu tout le monde à Pourg est en train de varier entre des rôles où je gère quelque chose, où je vais prendre soin de l'humain, puis après je vais exécuter une tâche. Et donc c'est ça qui fait que y a un sentiment qui règne ici, qu'on est d'égal à égal, parce qu'il n'y a pas des hiérarchies figées et strictes qui font que certaines personnes sont au-dessus des autres et donnent des consignes et les autres les suivraient, quoi. C'est pas comme ça que... Enfin, on ne fonctionne pas comme dans un système d'entreprise classique, on va dire. Est-ce qu'il y aurait d'autres choses à dire par rapport à cette organisation, les amis? Oui, peut-être préciser, ça va se clarifier après dans une prochaine planche, que là, il y a 7 leads et qui sont plutôt des membres cœur, quoi, qui portent le projet, et qu'il y en a plein d'autres qui soutiennent. Et comme l'a dit Ramine, voilà, on est des leads, mais à la fois, moi, j'ai plein de rôles et de missions dans le lead accueil, dans le lead humain, et que ce système de vase communicant est important, je trouve, pour l'équilibre humain, dans la répartition des pouvoirs, pour sentir que parfois on est lead, et parfois on est exécutant, et parfois on est au service, voilà. Et cette variété de postures permet cet équilibre humain, je trouve, dans notre système qui est à la fois pyramidal et horizontal. Voilà, il y a quelque chose qui s'équilibre avec ça. Et qu'on assume qu'il y a un côté pyramidal pour mener plus d'actions et de projets, tout en étant au service. En tant que lead, on est aussi au service du projet et de l'équipe, en fait. On n'est pas à la tête de quelque chose, quoi. On passe à la suite. Ouais, allez. Suivant, c'est quoi? Ouais. Oui, c'est moi. Eh bien, on voulait vous présenter un petit peu à quoi ressemble notre lieu. Donc, il y a une bâtisse principale que vous voyez dans la grande photo. Et dans cette bâtisse, il y a beaucoup de chambres. On a 11 chambres, donc qui permettent d'accueillir beaucoup de vacanciers, beaucoup de groupes en séjour vacances chez nous. Et puis plein de pièces collectives, du coup qu'on partage, avec plein de règles pour vivre ensemble de manière harmonieuse. Donc voilà, on a nommé bibliothèque, une salle d'études pour les enfants, une salle de coworking, une grande salle de pratique de yoga et de formation. Voilà, et vous voyez dans la photo aussi une salle à manger collective et puis une belle cuisine professionnelle qui nous permet vraiment d'être un lieu d'accueil, en fait, principalement. Voilà, on peut mettre d'autres photos. Cette bâtisse, du coup, c'est pas notre lieu de vie principal. Les logements des villageois, finalement, sont tout autour, dans des petits chalets ou des habitations légères. Et la grosse bâtisse est vraiment le lieu collectif, quoi. Et là, vous voyez encore d'autres photos. Il y a encore des espaces partagés, une énorme grange où là, les artisans partagent du matériel et des machines en commun pour créer, fabriquer. Et on a également, au milieu, il y a une photo qui montre... elle a bien évolué depuis, mais il y a pas mal d'activités professionnelles qui se sont développées avec une petite salle de transfo pour des produits cosmétiques, une salle de soins pour des massages et psychothérapie et une boutique qui a ouvert aussi avec tous les produits Made in Pourg qui sont là exposés et vendus, quoi. Et on a également dans la planche suivante, qu'est-ce que c'était la planche d'après ? C'est encore des espaces communs, où on voit la grande salle de jeu des enfants, parce qu'il y a besoin. Et on a aussi des potagers et une piscine qui ne se voit pas, là c'est derrière notre image. Mais on a une belle piscine qui est très appréciée l'été, parce que l'Ariège c'est dans le sud et il fait très chaud l'été. Et on a un terrain de pétanque, ça contribue aussi à tout ce qui est convivialité, fête et culture. C'est important qu'on se retrouve, qu'on célèbre et qu'on joue ensemble, quoi. On n'avait pas honte de la piscine, on assume complètement aller au sel. On a compté que ça faisait presque une piscine publique le nombre de personnes qui sautaient dedans l'année. C'est ça, on est 50 à la partager et puis elle était là en arrivant. Il y a eu beaucoup de débats sur qu'est-ce qu'on allait faire avec. Et notamment le Ricochet. Ouais, là l'année dernière, c'est ouvert le café Ricochet. Le but c'était de faire du lien avec les personnes qui habitent au Fossat depuis longtemps et l'éco-village. Jamais facile quand une troupe de personnes vient s'installer et avec un mode de vie différent. Et donc le lieu, le café Ricochet, il ouvre tous les mercredis et vendredis de la saison d'accueil
surtout le vendredi pour tout ce qui est jam session, café, concert. Il y a un peu de nourriture qui est servie. C'est un moment convivial en général avec les personnes qui finissent leur séjour le samedi. Donc on fait la fête le vendredi soir avec eux et les gens qui veulent venir jouer, les locaux qui veulent venir jouer de la musique du village à côté ou des environs. C'est assez sympa. Donc le but c'est créer du lien, faire un tissu local. Festoyer. Festoyer. On parlait beaucoup de fêtes tout à l'heure. Là c'est un endroit. Et c'est aussi un exemple ricochet d'activité professionnelle que chaque villageois crée à Pourgues. C'est aussi un lieu Pourgues où il y a des activités collectives, mais il y a aussi cette envie que chacun puisse être autonome et créer des choses. Et c'est un lieu de création aussi. Donc le ricochet est un bel exemple de 3 villageois qui ont créé ça. Donc c'est pas une entreprise entièrement collective, quoi. Là dans cette slide, vous voyez des jardins qui chaque année n'ont pas la même figure, ils changent en fonction de la motivation des personnes à s'en occuper. Là, je vous avoue que cette année, il y en aura un peu moins du jardin. Il y en a quand même encore. On n'a pas une ambition d'être autonome au niveau alimentaire parce que quand on reçoit 30 à 40 personnes par semaine l'été, plus les 40 pourgouilloux qui sont là, vous imaginez on avait compté un truc comme 700 pieds de tomates pour être autonome. On n'a pas vocation à être autonome. En tout cas, pour que c'est 50 hectares, 15 hectares de bois, 35 de prairies, sachant que les hectares de bois se trouvent en grande majorité de l'autre côté de la route. Ils ne sont pas à même là. Nous, on a des petites sections de forêt, mais le gros du bois est de l'autre côté. Et on a des jardins, on a de la prairie. En ce moment, elle vient d'être coupée, donc on voit au loin facilement. C'est vallonné vers chez nous. On est quand même proche du piémont pyrénéen, donc c'est pas plat. Donc ceux qui voulaient un bel endroit plat, non. C'est vallonné, on est quand même proche des Pyrénées. Alors, du coup... Processus d'intégration. Ah oui, et là... du coup, là, on va faire un switch de place. Ouais, je vais aller à côté de Martine, et je m'appelle Ramine maintenant. Mais je pense que Adrien va pouvoir changer ça en live. S'adapte en temps réel. Tu arrives, Adrien? Surtout, vous êtes tout petit là. On est tout petit? Allez, je t'équilibre. Hop là. Alors, processus d'intégration. Vous imaginez bien que on est souvent heureux de vivre à Pourgues et parfois un peu moins. On vit les mêmes choses que vous. Des fois le surmenage, ça. Mais on a quand même une ambition, c'est de proposer notre mode de vie. Parce que vous verrez tout à l'heure, on en reparlera, il y a plein de choses qui sont chouettes. On traverse les mêmes choses que vous, mais d'une autre manière. Et ce qui donne envie, on ne peut pas accueillir tout le monde. Parce qu'on a beaucoup de demandes et donc on a mis un processus depuis 2 ans maintenant, il me semble, bien défini. On accueillait déjà avant, mais c'était un peu plus flou. Là, on a mis des étapes. La première étape, forcément, vous avez une image de nous à travers les médias, à travers les reportages sur YouTube. On a eu pas mal qui sont venus. Le but, c'est de venir nous rencontrer, d'avoir une réelle image de qu'est-ce que c'est cet éco-village de Pourgues. Parce qu'entre mon utopie, mon idéal dans la tête de ce que je crois ce qu'ils vivent et je suis devant, il y en a qui disent « Ah ben c'est la même chose, je suis heureux ». Pour d'autres, la réalité, c'est un décalage. Et c'est même confrontant. Donc sans venir, on n'est pas confronté. Donc c'est pour ça que quand des gens nous disent « Je veux intégrer », je leur dis « Ouais, chouette, venez ». Ah non, bah si. Sinon, de tous les cas, on va vivre ensemble. Donc la première rencontre, c'est « Je viens à Pourgues à l'occasion d'un séjour », type formation, séjour immersif ou même bénévolat. Alors on n'appelle plus maintenant bénévolat, on appelle ça séjour immersif. Mais en tout cas, il y a 3 formules pour venir et ça se passe quand même pas mal autour des mois d'avril jusqu'à début novembre, la période qu'on dira belle. Et du coup, les candidatures, quand les gens se disent « Ah ben ça correspond vraiment à quelque chose que j'ai envie de vivre ». Et puis là, en ce moment, Pourgues, ils intègrent à peu près 8-10 personnes par an. Du coup, on fait une candidature. Demande de candidature, ça veut dire je viens toquer à la porte, ça correspond. Pourgues se réunit pour savoir si la candidature nous paraît ok ou quoi. Il y a un petit questionnaire à remplir avec des questions sur comment vous prenez soin de vous. On a des questions assez transparentes. Où est-ce que vous en êtes au niveau financier, parce que c'est quand même un coût d'investir. Comment c'est pour vous l'éducation des enfants, etc., etc. Tous ces petits questionnaires que vous retournez et avec une discussion que vous aurez eu au préalable avec moi. Et, et le truc, c'est, on a une forme de réunion, comme tu disais tout à l'heure, Marjorie, Agora.
Dans cette agora-là, on se réunit et puis on voit est-ce que ça résonne aussi pour nous, ce que nous propose la personne. Et donc après, si ça résonne pour les deux parties, on est parti pour un processus d'intégration d'1 mois, dans un premier temps, pour voir si ça va. Et le premier mois, si ça va des deux côtés, on le transforme en 1 an. Et donc, la période d'essai d'1 an nous permet de voir sur le long terme ce que ça donne de vivre ensemble, parce que pour c'est beaucoup, beaucoup de choses. Comment je vis l'intensité des relations, l'authenticité, la transparence. Ça demande beaucoup de travail sur soi. Est-ce que je suis prête et prêt? Là est la question. Et toi, qu'est-ce que tu en penses de l'intégration, Martine? Parce que tu es en plein dedans. Et oui, moi je suis en plein dedans. Je suis la dernière arrivée et devenue aussi donc, la plus ancienne d'une certaine façon. Voilà. Et donc, je suis passée par ce processus exactement. Il y a 1 an, j'étais comme vous, derrière mon écran personnel, à entendre un live. Et ça faisait un moment que j'avais envie de venir, en fait, simplement en vacances à Pourgues, avec éventuellement mes petits-enfants. Et puis, ça s'est fait l'année dernière, avec mon petit-fils. Je suis venue pendant 1 semaine, simplement en vacances, fin août, avec mon petit-fils qui me disait toutes les 5 minutes, mais qu'est-ce qu'on est bien à Pourgues, qu'est-ce qu'on est bien à Pourgues. Donc ça a commencé par m'interpeller quand même, et puis dans ce moment de vacances immersives, j'ai eu la possibilité de suivre des ateliers, de comprendre un peu comment ça fonctionne au niveau de la gouvernance, mais aussi il y avait d'autres ateliers. Enfin voilà, j'ai pu suivre plein de choses tout en étant en vacances et profiter de la piscine, ce qui n'était pas négligeable. Et avec donc un enfant avec moi de 8 ans qui était voilà, heureux de pouvoir jouer comme il en avait envie, d'aller venir comme il le souhaitait, et c'était juste parfait. Attends, je t'arrête parce que tu es en train de dire que sans ton petit-fils, tu ne serais pas resté à Pourgues, quoi. Eh bien, je ne serais peut-être pas venue au départ. Oui, c'est vrai que la motivation y était là, et j'avais entendu qu'il y avait un réel projet pour les enfants, et ça avait été motivant aussi pour moi. Et parce que moi, j'ai été très malheureuse à l'école, j'étais malheureuse en mettant mes propres enfants à l'école, et voilà. Et donc, ça m'avait quand même interpellée. Je me disais, tiens, mais qu'est-ce qu'il propose donc? Voilà. Et donc ça faisait un moment, oui, que je suivais ça, mais un peu de loin. Et puis en me rapprochant, j'ai eu envie de me rapprocher encore un peu plus. Et donc à la fin de ces vacances-là, j'ai demandé si je pouvais éventuellement intégrer voilà, la vie à Pourgues. Et donc depuis oui, fin décembre maintenant, je suis donc en année d'intégration. Enfin d'abord, j'ai fait 1 mois en immersion. Et ensuite, je suis passée à l'année d'intégration, que je trouve vraiment nécessaire, et c'est rassurant pour moi de faire les 4 saisons à Pourgues, pour bien me rendre compte en fait de ce que ça veut dire, parce que c'est différent quand on reçoit du monde ou quand on est juste entre nous, c'est différent. Et puis, voilà, comme tu dis, il y a cette confrontation aux autres, la vie avec les autres, qui demande oui, de s'adapter beaucoup, de comprendre où sont ses limites, ce qu'on a vraiment envie de faire, ce qu'on n'a pas envie de faire aussi, et de savoir l'affirmer, d'être justement authentique et fidèle à soi-même pour pouvoir proposer, j'ai envie de dire, la meilleure façon de soi-même, la meilleure façon de soi aux autres. Meilleure version. Voilà. Version de soi. Version de soi, merci. Aussi. Voilà. Et donc, voilà, ça fait 6 mois que je suis là, et je me sens extrêmement heureuse chaque matin en me réveillant, voilà, d'être là dans cette nature extraordinaire avec des gens merveilleusement bienveillants, et toute cette structure qui est mise en place et qui assure justement cette bienveillance et cette possibilité du vivre ensemble que je trouve intéressante à l'âge que j'ai, de pouvoir promouvoir pour la suite. Alors promis, on n'a pas payé Martine pour qu'elle dise tout ça. C'est pas une actrice. On n'a pas préparé. J'aurais pas pu dire autre chose. Peut-être des précisions à apporter encore là-dessus. Vas-y, viens vers. Un truc que je voulais partager, c'est que y a des personnes. En fait, l'année dernière, on avait un processus un peu différent où on demandait aux personnes de nous envoyer plein d'informations sur eux de base, en fait. Et ça faisait un peu comme candidature sur lettre de motivation et CV.
Et vraiment, on y croyait, on se disait, bah, on va vraiment étudier, lire attentivement et tout ce qu'on a fait, et les personnes après, bah, on les voit en vrai, et ça permet d'approfondir la relation, et ensuite on voit. Et on s'est rendu compte que les 6 foyers qui nous ont rejoints entre septembre et janvier, il n'y en a aucun en fait qui nous avait posé sa candidature en amont de leur venue à Pourgue. C'était que des rencontres qui se sont faites pendant le séjour où on s'est rendu compte qu'il y avait un kiff mutuel. Et puis c'est vraiment ce coup de foudre initial qui a déclenché finalement le reste du processus d'intégration. Donc ça c'est un premier point que je voulais partager, c'est quelque part, un peu comme Martine vient de le partager, enfin, venez en séjour chez nous, venez en stage chez nous et sans attente après d'un résultat quelconque, parce que de toute façon on va le sentir de manière mutuelle et réciproque s'il y a quelque chose à faire pour la suite, quoi. Donc voilà, ça c'est un premier truc que je voulais partager, qu'on a réajusté du coup aussi notre processus en fonction de ça. C'est pour ça que Guillaume vous a dit que c'est que dans un deuxième temps en fait qu'on va vraiment partager toutes ces infos financières, factuelles, tout ça. Et puis après le deuxième truc que je voulais partager, c'est que habituellement nous, après avoir vécu, donc déjà la première intuition qu'on a tendance à être la bonne. Ça veut dire que quand on a un sentiment très fort que ça va le faire, habituellement même cette première intuition c'est la bonne. Et quand au bout de 1 mois d'essai, le collectif valide que ouais, nous on est partant, là on peut dire que plus ou moins la décision du collectif est prise, et il y a très peu de chances que le collectif revienne sur sa décision, et que pendant l'année d'intégration, à un moment donné, on se dise finalement on a changé d'avis, on n'a plus envie de vivre avec toi. Ça c'est, je pense, franchement impensable aujourd'hui, même s'il ne faut jamais dire jamais, mais ce serait très très étonnant. Ça dépend de l'équilibre mental qu'on découvre de votre côté aussi au bout de 6 mois. Hein. Grosse surprise. Non, après, ce qui se passe, du coup, à quoi sert cette année d'essai, et Martine l'a bien décrit, c'est surtout pour elle, en fait, et c'est surtout pour les personnes qui sont en cours d'intégration, pour discerner en elles, ok, est-ce que c'est vraiment ma place, est-ce que c'est ça que j'ai envie de faire. En gros, pour nous, le collectif, c'est bon, et là, pour l'année qui court, c'est vraiment une confirmation de la personne qui est en cours d'intégration, et sachant qu'elle est vraiment utile cette année, parce que pour partager le témoignage d'une autre famille qui nous a rejoint récemment, ça a vraiment fait le yo-yo en fait. C'est-à-dire qu'il y avait des moments, 3 ou 4 fois, où ils se posaient vraiment sérieusement la question d'arrêter le processus, et finalement ils sont allés jusqu'au bout et ils ont intégré, mais ces yo-yo étaient vraiment nécessaires et faisaient partie de l'expérience, quoi. Voilà, certains ont besoin de passer par des cycles jusqu'à être vraiment sûrs et s'engager. Voilà, je voulais partager ces 2 trucs par rapport au processus. Et c'est chouette que tu le dises, parce que je l'ai nommé vite fait tout à l'heure et je voulais pas vous effrayer, mais en fait, Pourgue, c'est pas un paradis. C'est-à-dire que moi, je considère que c'est un paradis pour moi, parce que ça me correspond beaucoup. J'ai toutes les petites clés, comme je viens du monde de l'animation, j'ai l'impression que c'est une colo à l'année. Mais toutes les règles du jeu qu'il y a, j'adore. Et en même temps, je vois des gens pour qui ça serait trop confrontant. Il y a une semaine, ils font oulala, pas pour moi. Et je trouve ça chouette qu'ils soient capables d'être honnêtes avec ça. Parce que le projet fait rêver, mais après ce que je peux y vivre dedans, c'est on traverse, il y a des gens en surmenage, il y a des gens en dépression, il y a des gens qui se séparent, et on a aussi tout plein de belles choses, mais on n'est pas, comme je disais tout à l'heure, on n'est pas en dehors de la société, on a une petite bulle, clairement, ça filtre, et en même temps on vit des super trucs, et il y a aussi des choses dures, et on se soutient, et on a des systèmes pour nous aider. Moi par exemple, tout seul dans mon appartement, je ne pourrais pas traverser des choses que je traverse ici. Mais c'est pas pour autant que je viens ici pour me dire c'est pour qui me soutient. Je dois être aussi une part autonome, et un aventurier de la thérapie par exemple, j'en fais partie. Ouais. Ça fait une belle transition avec la planche d'après. Je crois que c'était sur... Ah non, c'est pas celle-là. Mais ça fait une belle transition quand même. C'était qui celle-là? C'était toi? Là c'était Martine, si tu voulais en parler aussi. C'était, ça précisait finalement quand est-ce que vous pouvez nous rejoindre. Voilà, ça précise. Il y a 11 semaines possibles encore en 2024, ce qui donne l'abondance. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, moi j'ai commencé par les vacances immersives. Et puis ensuite, c'est vrai que j'ai eu la possibilité aussi de suivre certaines formations, comme celle de vivre en collectif, qui m'a été bien utile aussi, pour bien comprendre comment ça fonctionne et voir si ça correspondait complètement ou pas. Et puis il y a d'autres formations, il y a plein de choses, et c'est quand même d'une très belle richesse ici, si on veut venir, que ce soit pour une formation, que ce soit pour un moment simplement en immersion.
Et comme je l'ai dit tout à l'heure, même lorsque ce sont simplement des vacances, il y a des ateliers qui sont intéressants, il y a plein de choses pour comprendre un peu comment ça fonctionne. Ouais, j'ajouterais qu'on a, sur ces semaines immersives notamment, il y a des fois des petites thématiques en lien avec l'éducation justement, et donc il y a forcément des ateliers où on vous présente l'éco-village, mais on vous présente le système, on vous fait pratiquer des petites choses, et puis vous-même vous pouvez proposer des ateliers en retour. Il y a un semainier, et puis en général il est rempli de plein de trucs. On a plutôt un problème de place que de problème de vide. Ce qui est chouette en tout cas, c'est de vous goûter un petit peu à ce qu'on vit à l'année, une partie de ce qu'on vit à l'année, parce que forcément quand il n'y a pas d'accueil, c'est encore autre chose. Et ben, c'est chouette aussi, hein. On aime bien accueillir, mais on aime bien aussi faire des pauses. Est-ce que vous voulez ajouter des choses? Non, c'est bien. Peut-être ajouter que là, ce dimanche, commence un séjour immersif. C'est ça? C'est dimanche, ouais. Oui. Et Marjorie, toi, t'en es responsable d'ailleurs. Oui, c'est la thématique bien-être. Donc c'est un séjour immersif qu'on adore faire à Pourgues. Et avec Priscilla, on est ce qu'on appelle les référents. Donc on va vous accueillir et proposer plein de choses autour du bien-être. Donc relaxation, yoga, massage, balade en forêt méditative, voilà, plein de belles choses, quoi. Et c'est toujours possible de s'inscrire, hein. C'est pas trop tard. Oui. Dernière minute, c'est OK. Et donc pour faire suite à cette complexité là que décrivaient Ramine et Guillaume et Martine aussi, sur la planche d'après, pour moi ce qui était important aussi de présenter, c'est ça, c'est les 3 niveaux d'engagement à Pourgues. On s'est aperçu que vivre Pourgues, c'est complexe et ça dépend de chacun, de sa phase de vie, de ses compétences, de ses envies. Et donc au fur et à mesure des années, on a un peu affiné la manière de s'engager et de vivre à Pourgues. Et donc il y a 3 cercles possibles. Donc pour ceux qui ont vraiment envie de porter à fond, ils peuvent s'engager à être cercle source. On s'est dit, ok, là c'est pour des personnes qui ont vraiment de l'énergie et envie de mettre presque toute leur attention sur se sentir responsable et porter le bébé Pourgues. Donc on est 7-8 villageois actuellement à être dans ce cercle source. Donc c'est un engagement à l'année. On se dit, cette année je suis cercle source. Et il y a ça engage à certaines choses. Et puis pour ceux, on s'est aperçu que pour certains c'était trop. Et au début on était tous cercle source finalement. Et donc on s'est dit, allez, on crée un deuxième cercle qui s'appelle plutôt cercle soutien. Et là c'est pour des personnes qui aiment Pourgues, mais qui ont envie de s'engager dans certains rôles et missions, toujours au service du projet, mais avec moins de responsabilités. Et on s'est dit même qu'on allait créer un 3e cercle, qu'on appelait cercle satellite. Et là, l'idée, c'est que c'est des contributions au projet, mais en fonction, c'est du sur-mesure. Et donc ça, c'est au fur et à mesure qu'on a des propositions et des demandes, on construit ensemble quelles sont les règles du jeu avec lesquelles on a envie de jouer ensemble. Voilà, donc ça, c'est un peu plus souple. C'est pas forcément des villageois qui sont sur le terrain et qui vivent avec nous, c'est plutôt des personnes qui sont autour et qui veulent apporter une contribution particulière. Et pour donner un exemple concret, par exemple celui d'Emmanuel et de Naël? Par exemple, on a une maman et sa fille qui sont venues l'année dernière en séjour vacances, je pense que c'était été dernier. Et puis finalement, elles ont déménagé, elles ont trouvé un logement à côté. Et puis Maëlle, qui est une fille de 10-11 ans, vient les après-midi dans le Grandir à Pourgues, cette organisation qu'on a à Pourgues. Et sa maman vient contribuer, soutenir, et il y a cet échange-là. Donc l'enfant vient, la maman contribue, et on a cette relation-là de cercle satellite Pourgues. Voilà, et puis ça, c'est un exemple parmi d'autres, et d'autres d'ailleurs qu'on imagine et qu'on invente. C'est ça aussi la magie de Pourgues, je trouve, c'est qu'on on invente les solutions au fur et à mesure que les situations se présentent, quoi. Alors, je suis désolé les amis, on est un peu bavard. Il nous reste 3 trucs et il va falloir qu'on accélère un petit peu. Pour vous laisser du temps aux questions-réponses et que ce soit dynamique après aussi. Ok, je vais essayer de faire concis, même si c'est pas évident avec ces questions-là. Alors, mais de toute façon, on prendra le temps qu'il faut. Il y a toujours eu des questions sur ce sujet de l'argent et du coup, ça reviendra. Vous inquiétez pas si vous comprenez pas absolument tout ce que je vous partage maintenant. Donc là, l'idée, c'est de rendre vraiment transparent, comme on aime le faire, la question des finances à Pourgues. On a acquis une propriété qui a une valeur de 1 million d'euros au moment de l'acquisition. Et on a un budget annuel de 250 000 euros qui couvre toutes les charges de toute cette tribu d'une 40aine de personnes, enfants et adultes confondus.
et ce qui permet de loger et nourrir tout le monde, et y compris les personnes qui viennent participer à nos séjours, à nos stages. Donc vraiment, là, ça englobe tout, ce 250 000, et ça inclut aussi l'envie de mettre 20 000 euros de côté chaque année pour faire des économies et ne pas être juste ric-rac à l'équilibre, on va dire comme une famille qui boucle pile poilou sa fin de mois. Donc nous, l'idée, c'est qu'on aimerait à chaque fois avoir de la marge. Voilà pour ce qui est de notre budget. Ensuite, alors pour ce qui est de ce que chaque villageois et villageoise apporte en financier, donc il y a deux volets, il y a le volet de l'apport et le volet de la contribution mensuelle. Donc l'apport au commun, ce qui est attendu des nouveaux habitants depuis 2021, depuis 3 ans, donc depuis la génération Guillaume, c'est un apport qui va de 30 000 euros minimum à 60 000 euros maximum pour les communs, pour ce million d'euros qu'il a besoin de financer et qui a été financé par un gros apport de ma part initialement et de l'emprunt bancaire et tout ça. Et là, on essaye d'équilibrer les choses entre les nouveaux habitants pour que la situation soit plus résiliente et qu'il y ait une co-responsabilité qui soit coportée, sachant que dans la phase initiale du projet, on a accueilli énormément de personnes qui n'avaient aucune épargne, et du coup ça créait un déséquilibre dans le niveau des apports qui n'était pas très confortable pour le projet. Voilà, et au-delà du coup de ce que j'apporte au commun, je suis aussi responsable du financement de mon habitat, et puis ça part de la petite tiny toute modeste achetée sur le Bon Coin à 6 000 euros, jusqu'à des personnes qui peuvent prendre une maison à l'extérieur et investir dans leur maison jusqu'à 200 000 euros. Mais ça correspond vraiment aux besoins de chacun, et on va dire que le besoin moyen, il se situe autour d'une tiny house de 40-45 000 euros, plutôt 45 000 euros aujourd'hui, et qui a été le cas de plusieurs foyers récemment. Ensuite, pour ce qui est de la contribution mensuelle, là, pareil, pour aussi équilibrer une population qu'on a accueillie au départ qui était à un relatif niveau de précarité économique et qui en plus est venue s'appauvrir à Pourgues en faisant beaucoup de choses, en rendant beaucoup de services bénévoles à Pourgues. Là aussi, on a mis un certain critère maintenant qui est que chaque adulte est en mesure d'apporter minimum 500 euros par mois grâce à son activité économique ou sa retraite ou autre. Et jusqu'à 900 euros maximum. Et pourquoi est-ce qu'on met une fourchette maximum d'ailleurs? C'est pour pas trop créer une situation de dépendance envers un seul foyer ou une seule personne, quoi. Donc c'est pour ça qu'on a décidé de cette fourchette. Voilà, et ça permet de couvrir une partie des charges alimentaires et locatives, mais pas tout, parce que l'intégralité des charges est couverte, notamment du fait qu'on a cette activité économique collective qui ramène des sous à Pourgues, les stages, les séjours et tout ça, et qui complète nos besoins. Sachant que l'habitant moyen aujourd'hui apporte entre 350 et 400 euros par mois, vu qu'il y a les anciens habitants dont une bonne partie apportent moins que les 500 euros. Donc voilà en résumé. La slide suivante, Adrien. Au niveau des 7 dimensions de l'engagement, donc ça c'est dans le petit questionnaire que je vous parlais, notamment on aborde ces questions-là. On fait une sorte de revue de différents critères qui sont importants à nos yeux au niveau de la partie éducative, écologique, relationnelle, tout ce qui est processus de transformation, donc là c'est la partie intérieure, humaine, la gestion, comment on va pouvoir contribuer au projet, et financièrement et forcément au niveau du patrimoine. Donc on a cette dimension-là, j'allais dire un côté holistique, global, pour arriver à voir et questionner les personnes sur tout ça. J'accélère un petit peu, désolé, on y reviendra si vous voulez après, pour laisser la parole à Ramine pour conclure au niveau de la présentation. Ouais, donc une dernière slide où on partage l'idée, donc si ça intéresserait certaines qui de loin suivent notre projet. Il y a des personnes qui ont investi dans notre projet alors qu'ils ne sont jamais venus ici, d'autres c'est suite à un séjour ici, d'autres parce que c'est notre entourage familial. Voilà, il y a différentes raisons qui amènent les personnes à se dire tiens, on va soutenir financièrement le projet. Et là en ce moment on est en train de lever des fonds parce qu'on est toujours en cours de financer la transition énergétique de la bâtisse. Il faut savoir que cette bâtisse elle est chauffée historiquement avec 5000 litres de fuel chaque année, donc c'est vraiment assez sale, c'est très loin d'être écologique.
Et en plus, c'est aussi loin d'être économique pour le coup, même si c'est pas le premier critère pour nous, mais en plus avec les prix du fioul qui augmentent par rapport à ceux du bois, voilà. C'est pas le, c'est vraiment quelque chose à convertir. Donc en ce moment, on n'a pas complètement fini de financer cette chaudière, même si on a lancé, voilà, on a signé le devis, on a commencé à avancer l'argent et tout ça. Et il nous manque encore 15 000 euros, donc en ce moment, on est toujours en train de collecter des sous pour ça, et puis on est en train de faire appel à voilà, quoi, notre communauté élargie pour nous soutenir là-dedans, et où on a envie que ce soit presque $1 pour les personnes, qu'elles placent une petite partie de leur épargne chez nous, jusqu'à 2 000 euros maximum, et récupérable à tout moment sur simple demande, parce qu'on a une réserve en permanence qui permet ça. Et puis voilà, ouais, si ça vous intéresse, il y a une page sur le site qui en parle davantage, mais là c'était pour placer un mot là-dessus si jamais vous avez envie de moins financer les banques et l'intégralité de l'économie avec tout ce qu'elle fait de très cool, mais aussi de pas cool. Et là de mettre votre argent dans quelque chose qui est 100% cool. C'est vraiment trop bien. Pour voilà, je dis. C'était le mot de la fin. Non, le mot de la fin, attends, il arrive, il y a encore une planche. Ah, pardon. Et le mot de la fin, c'est merci de nous avoir écoutés. Et puis maintenant, c'est à vous pour les questions. Et on va essayer de répondre au mieux. Peut-être si vous pouvez soit écrire vos questions sur le chat, et puis nous on les voit et on les lit et on y répond. Soit, soit un tour de main. C'est ça, il y a une fonction sur Zoom qui permet de lever la main. Donc dans les réactions, dans ce qui dit réagir, là, il y a un truc qui dit lever la main. Et donc là, ça permettra de gérer le tour de parole. Voilà, là, il y a par exemple, Caroline, puis Amandine qui ont levé la main. Et peut-être, vu que vous êtes nombreux et qu'on n'a plus que voilà, une bonne demi-heure, mais ça passe vite, essayez d'être concis dans vos questions et de ne pas, voilà, pas trop faire trop long, comme ça on peut faire tourner la parole et c'est dynamique. Et nous, on va essayer d'être concis dans les réponses. Oui. Et on va alterner entre ce qui est dans le chat et les mains levées. Donc là, par exemple, dans le chat, il y a Tiffen qui demande comment avez-vous eu le droit de poser des habitats légers. Alors nous, il faut savoir qu'on est dans une zone qui était anciennement une zone agricole, mais les anciens propriétaires ont converti le zonage en résidence de tourisme. Et du coup, ça nous permet légalement de poser des habitats légers, ce qui est assez rare en France. Il n'y a pas beaucoup En fait, il faut savoir qu'en France, 95% des habitats légers sont illégaux, d'après l'association ALEM qui fait une veille et un suivi des habitats légers. Je vais donner la parole à Caroline. Bonsoir. Moi, j'avais juste une question rapide. Je ne sais pas si vous vous souvenez de moi, mais j'ai toujours en Afrique du Sud. Et donc, est-ce qu'on a la possibilité de venir faire des stages juste pour découvrir comment ça fonctionne? Et l'idée, c'est que moi, j'ouvre un peu la même structure ici. Et comme je n'ai pas d'exemple concret, est-ce que si je demande à venir passer une semaine, un mois avec vous, vous seriez prêt à accepter ma candidature, ou c'est uniquement pour des gens qui sont motivés à réellement vivre avec vous au long terme? C'est une très bonne question, Caroline. Moi, j'aurais tendance à dire, il y a deux choses dans ta question. Je me permets de tutoyer assez facilement, hein. Désolé si ça choque. Oui, je t'en prie. Venir découvrir, il n'y a aucun problème. Tu as soit la formation Vivre en collectif, soit les semaines immersives où on a énormément d'ateliers qui te présentent. Par contre, si jamais tu souhaiterais faire le mois d'immersion alors que tu ne veux pas vivre là non. Tu vois, on aurait plus le format où vraiment tu viens sur une semaine immersive. T'inquiète que tu vas en avoir de l'information, hein, et puis il faudra que tu la processes. Et le mieux, c'est de venir sur la formation Vivre en collectif. Là, cette année, il n'y en a plus en 2024. La prochaine est sûrement en février 2025. Voilà. Et les deux formats, que ce soit séjour immersif ou l'année prochaine la formation, ça serait pour moi ce qui te correspond le mieux. C'est les formats qu'on a imaginés pour justement accompagner des personnes qui veulent créer un collectif ou changer des choses dans leur entreprise ou mettre des outils différents dans leur association et tout ça. C'est un peu ça qu'on a imaginé pour répondre à ce besoin. Et au cas où il y avait un doute là-dessus, alors nous, on organise peut-être 14 ou 15 semaines dans l'année en tout. La grande majorité des personnes qui viennent à Pourgue ne viennent pas du tout dans une intention de candidater pour nous rejoindre. Enfin, imaginez que le monde que ce serait, on accueille à peu près 300 personnes par an. Et donc non, c'est vraiment une petite minorité des personnes qui viennent faire un séjour chez nous, qui ensuite, il y a ce kiff mutuel dont j'ai parlé et une intention de candidater et tout ça.
Et ouais, Guillaume, tu as bien ciblé le truc. Je pense que c'est vraiment le séjour immersif et ou la formation vivre en collectif qui te correspondrait vu ce que tu nous partages. Et il me semble que c'est tout ce que je voulais dire. Attends, non, attends. Ouais. Il y a un truc sur lequel j'étais pas trop d'accord. C'est le truc de passer un mois chez nous. En fait, c'est possible parce qu'il y a le cadre des séjours solidaires. Et donc, il y a des personnes qui viennent pour un premier séjour chez nous et après qui se disent, moi j'aimerais davantage venir, mais sur une période plus longue pour vraiment contribuer au projet et tout ça. Et donc là, il y a un autre format qui s'appelle le format des séjours solidaires. Vous pouvez aller regarder sur notre site. C'est les séjours immersifs solidaires et qui permettent vraiment de venir faire partie du collectif de manière éphémère, mais plus longtemps qu'une semaine, et contribuer à des missions précises. Il y en a qui sont là pour la communication, pour les enfants, pour le jardin, pour le bricolage, les aménagements et tout ça, pour aider à des choses, à des missions pour améliorer l'aménagement du foyer en interne et tout ça. Donc voilà. Non, il y a cette possibilité du coup, hein, désolé. Ok, super, merci beaucoup. Et une autre question sur le chat. Comment se déroule votre quotidien, repas, tâches, etc. Est-ce que tout est collectif? Martine, est-ce que tu veux dire ton regard là-dessus? Est-ce que tout est collectif? Alors, tout n'est pas collectif, mais on travaille quand même ensemble à des tâches. C'est un peu comme pour les enfants, c'est-à-dire, voilà, la motivation intrinsèque va faire qu'on va participer plus à telle ou telle tâche. Voilà, c'est un peu comme ça qu'on choisit si on va être plus dans le jardin, plus en cuisine, plus sur des tâches voilà, d'entretien de l'extérieur, de la piscine, etc., etc. Je dirais ça Ouais, comme ça. et pour rebondir sur toi, je dirais que pour comparer avec d'autres collectifs, parce que Ramin travaille par exemple à la coopérative Oasis, il en voit beaucoup, moi je suis au niveau du Gen, on est quand même ce qu'on appelle nous une communauté, hein, c'est-à-dire qu'on a quand même beaucoup de repas qu'on prend ensemble, on a des temps de réunion, on a 2 réunions par semaine, après il y a des petits groupes de travaux pour ceux qui ont des trucs spécifiques, on est quand même beaucoup dans le collectif pour... C'est pour ça que c'est intense et qu'il y a des relations et beaucoup d'informations. Parce que on n'est pas un co-living où les gens vivent dans leur maison, mangent chez eux, travaillent en dehors de Pourgue, rentrent le soir et des fois partagent des temps. Nous, c'est quand même tous les jours, on se voit. Et puis après, on a juste j'allais dire Le dodo. Ouais, non, mais on a le dodo, mais on a aussi la bienveillance envers nous-mêmes de quitter le collectif à des moments pour faire aussi une coupure. Et ça commence par rentrer chez soi, à quelle heure je rentre chez moi ou est-ce que je mange chez moi, et aussi de sortir du collectif tout court pour couper. Voilà, donc on est quand même plutôt une communauté on mange souvent ensemble. Il y a une équipe qui cuisine pour les 20-30 personnes. Il y a une équipe qui fait la vaisselle, ouais. Une grosse structure collective. On a beaucoup d'organisations avec beaucoup de structures là, pour que ça puisse être fluide. Et c'est vrai qu'on a beaucoup de terrains de jeu en commun. Qui va citer, on a vraiment on a une entreprise, on travaille ensemble, et puis il y a l'éducation, il y a nos enfants qu'on élève ensemble, et puis on festoie ensemble, et puis il y a beaucoup d'espaces en commun qu'on partage. Et peut-être de rappeler que rien n'est obligatoire et tout est volontaire et fait en conscience au service de la communauté, parce qu'on est là tous à aimer notre lieu, aimer notre communauté, et donc on se met au service plutôt depuis cet espace-là. Et ça arrive à certaines, même à moi, hein, d'en avoir parfois marre. Et on arrive à aménager quand à un moment donné une personne dit j'ai envie de prendre 1 mois, voire même 2 mois off. Et ben en fait, il y a même un des habitants là qui est parti pendant 6 à 9 mois faire une mission à l'extérieur. Donc, vu que personne n'est indispensable, on arrive toujours à se réorganiser quand il y a une personne ou 2 ou 3 voilà, qui ont besoin d'un temps off sur une longue durée. On a eu ça par le passé aussi pour les personnes qui étaient en train de construire leur tiny house en autoconstruction, qui est un projet ultra engageant et qui nécessite de prendre une pause du collectif pendant ce temps-là. Donc voilà, c'est un système assez vivant et où on n'est pas pieds et poings liés à quoi que ce soit, et il y a toujours moyen de négocier son engagement à Pau. Il y a une main levée virtuelle, on va peut-être y répondre. Ouais. Amandine, à toi. Bonsoir à toutes et à tous. Moi, je voulais juste savoir si les séjours immersifs, ils étaient ouverts aussi aux enfants ou si c'était que des adultes. Il y a beaucoup d'enfants. Oui. Ouais. Les séjours immersifs, il y a à chaque fois, dans un groupe de 28 personnes, on peut avoir autant d'enfants que d'adultes. Donc oui. Et on aimerait vraiment avoir des familles qui vous témoignent là de ce qu'elles ont vécu. Le commentaire qu'on se reçoit le plus souvent, c'est des parents qui nous disent « j'ai pas vu mes enfants pendant 1 semaine ». Bon, ils exagèrent peut-être un petit peu, mais c'est vraiment à ça que ça ressemble pour eux. Ça veut dire que les enfants étaient tellement intégrés, embarqués dans l'aventure de la semaine, qu'ils ont vécu leur vie, quoi. Et les enfants
où les parents, souvent, n'avaient jamais vu leur enfant aussi libre, aussi autonome, aussi capable d'intégrer un groupe par soi-même, etc. Ouais, c'est-à-dire que nous, on n'est pas capable à toute minute de vous dire où sont les enfants. Il y a un côté, ils font leur vie, et on a confiance, et espace sécure. Hein. La piscine, par exemple, est sécurisée, mais ouais, ils font leur vie. Et ça, c'est assez étonnant parce qu'on a quand même un espace privilégié ici. Et au-delà d'être accepté, on met en place aussi des choses pour que les enfants vivent vraiment un séjour de qualité avec 2 personnes qui sont en séjour solidaire et qui seront dédiées aux enfants des participants pour que les participants puissent, eux, participer à tous les ateliers qu'on propose et qu'eux aussi, ils auraient envie de proposer. Et qui est vraiment voilà, quelque chose où les enfants vivent leur vie en autonomie avec des personnes dédiées pour eux. Donc oui, ils sont les bienvenus. Et même pendant les stages, on s'est organisé, voilà, on a quand même cette capacité à... c'est quand même le cœur de notre projet, l'enfance, donc on a cette capacité à nous occuper des enfants des participants de nos stages aussi. Et quand Rami dit stage, c'est les formations, où les participants aux formations sont pendant 7-8 heures en formation avec nous. Et du coup, les enfants, ils sont pris en charge, on va dire, par une équipe qui se dédie à ça toute la journée. Ouais, pour nous, c'était important de pouvoir offrir ça. Alors, quelle est la structure juridique en mode très concis, et on pourrait développer un autre jour, mais on est en structure coopérative. Après, de manière plus technique, il y a 3 structures, parce qu'il y a la structure qui est propriétaire du lieu, qui est une coopérative d'habitants, une structure qui gère l'activité économique et toutes les activités bénévoles du lieu, qui est une société coopérative d'intérêt collectif, et on a une association des habitants, qui est une sorte de conjoint des habitants pour faire nos courses ensemble. Et pourquoi est-ce qu'il y a 3 structures? Bon, c'est du juridique, du fiscal et tout ça, je ne vais vraiment pas rentrer dans les détails parce que c'est chiant. Enfin, je sais pas, c'est pas intéressant. Je pense pour ça pourrait, mais pas pour les 56 personnes que vous êtes, je pense. Et ce qui est important dans une structure coopérative, c'est qu'il y a l'état d'esprit qui est à l'origine des coopératives. C'est que les bénévoles, les salariés, les personnes qui gèrent le lieu, les personnes qui viennent bénéficier du lieu, en fait, on est dans un mode où on coopère ensemble pour que ce lieu puisse vivre. Il n'y a pas une intention un capitaliste qui est là et qui veut gagner de l'argent grâce à Pourgue, et où tout le petit monde qui va gérer Pourgue serait là pour enrichir en dividendes et en plus-value quelqu'un qui a investi dans le lieu. Donc c'est ça la grosse différence entre une coopérative et on va dire une entreprise classique. C'est que dans la coopérative, il n'y a pas ambition de s'enrichir, il n'y a pas de plus-value ni de dividendes, et il y a un mode de prise de décision qui est gravé dans le cadre légal, qui est démocratique. C'est du une personne, une voix, et qui est du coup en cohérence avec notre gouvernance et notre état d'esprit par rapport à comment on décide chez nous. Mila, je vois que tu as écrit comment se déroule la vie à Pourgue au niveau des activités dans les périodes hors accueil public extérieur. Comment vous organisez, vous? Comment se déroule la vie à Pourgue? En dehors de l'accueil. Peut-être commencer par partager que ce qu'on observe en général dans l'équilibre, le temps que je dédie à Pourgue et le temps que je dédie à autre chose que Pourgue, c'est à peu près du moite-moite. Ce qui est, dans la moyenne des écovillages, comme tu le disais tout à l'heure, Guillaume, c'est pas mal. Il y a quand même pas mal de hameaux où il y a une sorte d'implication assez légère, peut-être une demi-journée par semaine qu'on dédie au fonctionnement collectif et tout ça. Donc ça, c'est un modèle qui est assez répandu. Nous, on est quand même plus proche du modèle de la communauté, où vu qu'on élève nos enfants ensemble, vu qu'on co-gère ce lieu ensemble, qu'on mutualise quand même énormément de choses, qu'on gère une activité économique collective ensemble, ça c'est aussi assez rare. Voilà, qu'il y ait du jardin, qu'il y ait de l'aménagement, qu'il y ait ces 7 pôles qu'on vous a montrés tout à l'heure, ça fait quand même sacrément beaucoup d'activités. Dont une grosse partie est bénévole et une petite partie, on est capable de la rémunérer aujourd'hui. Et après, on va dire le mi-temps qui reste. Par exemple, moi je travaille à mi-temps pour la coopérative Oasis, toi pour Chemin du Monde. Et puis après, il y a les uns, les unes et les autres, on a différents métiers. Il y a pas mal de slashers et de slasheuses chez nous aussi, des personnes qui ont plusieurs métiers. Par exemple, Adrien qui est à la technique là actuellement, il est aussi le boulanger de Pourgue et puis il s'occupe des chambres d'hôtes et il fait du chantier. Oui, donc finalement, pendant l'accueil, on est vraiment à fond dans les activités, vous accueillir en fait. Et ensuite, chacun essaye d'organiser sa vie, de s'occuper un peu plus des enfants ou d'avoir des activités personnelles. Toujours avec, c'est toujours ponctué aussi de moments collectifs,
de faire la cuisine pour le collectif, on essaie d'avoir des créneaux 2 à 3 par semaine de vaisselle, de ménage. Il y a toujours ça en fond de toile en fait, le service donné au collectif. Ouais, c'est aussi pour moi le moment des gros kiffs où on passe du temps à regarder des films ensemble, on joue, il y en a qui sortent, c'est le moment d'aller voir les familles, de partir pour ceux qui veulent voilà, pour des projets en dehors de Pourgue. Donc c'est assez équilibré et équilibrant, je trouve. On essaye aussi, pour vous donner une perspective, il y a à peu près 20 semaines d'accueil chez nous, entre séjour, vacances et formation. Donc 20 semaines où on accueille du monde et où on est en mode très très actif et très très ouvert sur l'extérieur. Et après le reste de l'année, c'est un peu la période hivernale et où on se retrouve et on tisse du lien ensemble. Et aussi où on fait le ménage de ces 4-6 mois où on a accueilli du monde et où ça peut frotter. Donc souvent on fait des cercles restauratifs aussi, on réapprend à se connaître et à transformer nos conflits. C'est des chouettes moments, mais ça rince. Donc après, il y a aussi des moments de repos. Et peut-être une des bases du fonctionnement collectif pendant et hors accueil, c'est nos réunions hebdomadaires. Donc on a habituellement une réunion le lundi et le jeudi. Le lundi, c'est plus pour la gestion et l'opérationnel, et le jeudi, c'est plus pour l'humain, le cœur, et puis on approfondit certaines thématiques. Et donc c'est 1h30 plus 2 heures de réunion par semaine, encore une fois qui ne sont pas obligatoires. Et en général, il y a une douzaine de villageois qui viennent assister. Et ça, pendant qu'on est en séjour immersif, on peut venir en observation de ces réunions. On a vraiment l'habitude d'être observé parce que c'est aussi pour nous une manière de transmettre notre art, de nous organiser et de nous autogouverner. C'est pour ça qu'on nomme les séjours vacances immersifs. C'est vraiment en immersion, hop, vous rentrez un peu dans notre mode de vie et mode de travail, quoi. Bonjour, vous cherchez combien de nouveaux habitants? Alors, vous me direz si vous avez autre chose en tête, mais on cherche à peu près 4 à 5 nouveaux foyers cette année. Et typiquement, si ça suit un peu la tendance et qui correspond à notre besoin, ce serait 1 à 2 familles, plus 1 à 2 couples, plus 1 à 2 personnes seules. Ouais, on est sur la base d'une dizaine de personnes, grosso modo. En comptant les enfants. Ouais. En comptant les enfants, ouais. C'est ça. Dizaine de personnes. Là, cette année, on est sur 8. C'était 8, hein, ouais. En sachant qu'on dit cette année, mais là, cette année, il y a déjà 8 personnes en intégration d'1 an, dont Martine. Et ensuite, les nouvelles personnes arrivent, je sais plus c'est quand. Entre septembre et décembre, je veux dire, maximum. Du coup, là, les séjours vacances sont là aussi pour les rencontres. Et ensuite, il y a le processus lancé pris par Guillaume. Et c'est en janvier qu'on démarre une nouvelle année de tests ensemble, quoi. Et la question de Tania demandait là, pas que pour cette année, mais pour les années à venir. Et là, c'est un gros, on ne sait pas. Mais le plus probable, ce serait que le rythme ralentisse un peu et que ça devienne plutôt du 1 à 2 foyers par an. Mais en fait, c'est qu'à la fin de chaque période d'intégration où le groupe s'étoffe que là, on est à même de pouvoir sentir ce qui est juste pour nous, quoi, en termes de rythme de croissance. Et c'est dur de répondre parce que même s'il y en a qui kiffent le projet, ils ont besoin de partir pour X raisons, ou il y en a pour qui c'est trop compliqué, ils s'en vont. Donc on ne peut pas répondre sur le long terme entre les arrivées et les départs. C'est dépendant, mais en tout cas, on a une volonté d'intégrer chaque année à minima une famille, un couple, sur quelques années. Et on imagine que Pourgue en est potentiellement pourrait devenir un collectif de 70 à 80 personnes, en comptant les personnes qui sont en satellite, qui vivent aux alentours de Pourgue et qui s'impliquent régulièrement, en incluant les 3 cercles et les 3 niveaux d'engagement. C'est à ça que pourrait ressembler notre éco-village, quoi. On n'a pas nommé aussi qu'il y a des villageois qui vivent le nomadisme, c'est-à-dire qu'ils sont 3 mois ici, ensuite ils repartent 2-3 mois ailleurs, ils reviennent 2-3 mois. Ça aussi, c'est un format où on a vu les avantages. Il y a des inconvénients aussi, mais comme tous les formats, il y a des inconvénients. En tout cas, il y avait l'avantage de cette respiration et voilà, c'est aussi une manière de vivre le projet pour nous. Mensuellement, il y a une question. Est-ce que c'est 500 € par personne ou par foyer la contribution mensuelle? Donc c'est précisément par adulte. Ça veut dire que une famille, par exemple, de 2 parents et 2 enfants, ce serait 1 000 € minimum et 1 800 € maximum. Et par contre, les enfants, on considère qu'il n'y a pas besoin de mettre plus parce qu'on considère que le 500 € minimum par adulte inclut le besoin, couvre les charges aussi des enfants de la communauté, quoi. Donc là, du point de vue économique, on voulait considérer que les enfants sont les enfants de tout le monde de ce point de vue.
Et pour éclaircir, ça comprend tout ce dont vous avez besoin, sauf peut-être des extras si vous mangez des trucs qui ne sont pas achetés par le collectif, mais ça correspond à la nourriture, l'électricité, les impôts, etc. Donc c'est rapporté vraiment sur tout ce dont vous avez besoin normalement à peu près sur Pourg, sauf le millefeuille, comme moi j'aime bien de temps en temps, quoi. Il y avait une question. Oui, Alors, est-ce qu'il y a des habitats indépendants non légers disponibles et à quel prix? Alors, au sein de Pourg, donc sur le territoire précis des 2 hectares, là où il y a tous les habitats, enfin les 3 hectares où il y a tous les habitats, non, là il n'y a plus rien de disponible. Alors, il reste une chambre en coloc dans un gîte où il y a 3 chambres, qui aujourd'hui est en coloc. Mais on considère que c'est plutôt un lieu de transition et que c'est pas un lieu où on est voué à rester toute la vie. Donc je dirais plutôt non, du coup, à la question. Et par contre, Marjorie et moi, par exemple, on n'est pas installés sur ces 3 hectares, on est à 5 minutes en voiture, 8 minutes en vélo, je devrais dire, pour promouvoir le vélo. Voilà, et on a pris une maison individuelle plutôt classique, parce que ça nous correspondait mieux. Alors, une question sur l'école. Elle ouvrirait quand exactement? Est-ce qu'elle serait ouverte aux enfants des personnes habitant dans les environs et pouvant s'impliquer dans le collectif, mais à temps partiel? Oui, donc elle ouvrirait quand? On aimerait bien officiellement septembre 2025, parce qu'il y a pas mal de dossiers et de travaux à faire avant. Et oui, elle serait ouverte aux personnes qui vivraient à l'extérieur. Ça serait justement ce format cercle satellite, où voilà, les personnes se rapprochent de Pourg, trouvent une habitation autour et puis inscrivent leurs enfants, s'impliquent, parce que dans cette école on a envie que les parents s'impliquent aussi en donnant par exemple une demi-journée par semaine pour être avec les enfants et contribuer à plein de choses. Et plus s'il y a affinité, s'il y a d'autres choses possibles, contributions même d'ailleurs dans le jardin ou d'autres... voilà, s'il y a d'autres rapprochements avec les autres pôles de Pourg, bah oui, tout est possible, c'est vraiment à construire au fur et à mesure, au cas par cas. Quel est l'âge de l'enfant le plus jeune et le plus grand? On s'étale de 3 à 15 ans là en ce moment, au niveau des enfants, sachant qu'il y a 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 14, 15 à peu près. Je dois en oublier un ou deux par là. Voilà, ça s'étale comme ça. Ouais, et sachant que le plus grand qui a 15, presque 16 ans, voilà, c'est pas prévu qu'il reste à Pourg au-delà de septembre, donc voilà, le plus grand aura 14 ans. Aura 14 ans. Il va fêter ses 15 ans bientôt. Ah ouais, d'accord. Okay. Voilà. Et peut-être pour dire aussi que tous ces enfants voilà, sont à Pourg, mais certains régulièrement font des demandes d'intégrer une école classique, un collège, un lycée, puisque une des valeurs de Pourg, c'est de ne pas obliger nos enfants à aller à l'école, mais c'est pas de leur interdire non plus l'accès à aller à l'école s'ils ont envie de faire l'expérience. Donc il y a sur le site un certain nombre d'enfants et parfois la journée ils sont moins parce que certains vont à l'école. Celle-là, je ne l'ai pas tout à fait comprise, la suivante. Alors, est-ce que vous êtes complètement en dehors de la société? Bon, je ne sais pas trop ce qu'on... En fait, c'est pas vraiment possible. Il y avait une autre question avant sur les apports financiers si on part. Ah, non, c'est après. Ah, c'est après. Okay. Alors, donc, est-ce qu'on a un statut individuel, employé par exemple, ou est-ce qu'on est complètement en dehors de la société? Alors, comme je disais, Pourg, déjà collectivement, il y a 3 structures juridiques, donc tout est très, on va dire, officiel. On n'a pas... Il y a des collectifs où on pourrait dire qu'ils sont en dehors de la société, dans le sens qu'ils squattent un terrain et rien n'est légal et tout ça. Ils sont en désobéissance civile ou fertile, peu importe comment on veut l'appeler. Donc les zones à défendre, les ZAD et tout ça, on n'est pas du tout dans ce schéma-là. On est dans un schéma complètement légal. Et puis, effectivement, les personnes qui font des jobs à l'extérieur, j'ai envie de dire, ça c'est pas vraiment les affaires de Pourg, d'une partie, j'ai envie de dire, et de l'autre, oui, les métiers qui sont faits à l'extérieur sont sous forme, moi par exemple, je suis salarié, toi aussi, c'est ça, mais je pense qu'on était les deux seuls. Moi, je suis auto-entrepreneur, donc on a des statuts, chacun a son statut en fonction de ses besoins. Moi, je suis retraitée. Voilà. Et on a un autre retraité, et puis après on a plusieurs... Le schéma quand même le plus courant, c'est auto-entrepreneuriat, travail indépendant. Mais on n'est clairement pas, comme on le disait tout à l'heure, on n'est pas en dehors. Quelque part, on est privilégié dans une sorte de cocon, mais on vit complètement avec la société et tout ce que la société vit. On essaie de jouer avec les règles du jeu que la société nous propose, tout en essayant de le faire le plus sur mesure pour nos besoins, quoi, en trouvant des solutions dans nos statuts pour que ce soit au service de notre raison d'être, quoi.
Je dirais qu'on essaie de rendre notre quotidien le plus agréable possible avec les tendances actuelles. Voilà. C'est joliment dit. Alors, en cas de départ du village pour X raisons, récupère-t-on son apport financier? Alors oui, c'est pas un don que vous faites, c'est un apport avec reprise. Et après, donc tout est dans la négociation. Qu'est-ce qu'on a négocié au sein du collectif en termes de c'est quoi les modalités de reprise? Donc il y a pour deux choses différentes. Si j'ai acheté et installé une tiny house, je dois attendre qu'une nouvelle personne occupe et investisse cette tiny house et qu'elle mette l'apport qui correspond à cette tiny, par exemple 45 000, et au moment où les nouveaux 45 000 arrivent, je peux récupérer ma mise. Et comme ça assure cette rotation et le fait que la tiny est en permanence financée. Donc ça, c'est pour les habitats légers. Pour l'apport au commun, qui était dans cette fourchette, si vous vous souvenez bien, entre 30 et 60 000 euros, au pire du pire des cas, ce qui est écrit dans nos statuts, c'est que la personne récupère 10 000 euros par an et jusqu'à récupérer le solde à 5 ans. Donc par exemple, si j'ai mis 30 000 euros, je vais mettre 3 ans à les récupérer, mais ça c'est au plus tard. Et après, bien sûr que si la personne a besoin de récupérer plus tôt, et qu'on peut le faire, on le fait en fait. Donc on a prévu dans nos statuts vraiment ce qui est le pire, ça veut dire en cas de mauvais divorce quelque part, où on est parti et puis on se déteste les uns les autres et tout ça, il faut quand même le prévoir, mine de rien, on n'est jamais à l'abri. Et que là, si ça se trouve, le collectif va rembourser le plus lentement possible, parce qu'il sentira qu'il a été lésé d'une certaine manière ou autre. Voilà. Et ça c'est seulement si on en arrive vraiment à ce genre de rapport conflictuel et où on résout le truc limite juridiquement. Mais sinon, on se met autour d'une table, on coopère, quoi. Question d'après. Comment les thérapeutes se répartissent-ils la salle de soins? Alors cette salle de soins, c'est un autre exemple comme le Ricochet, c'est un projet que 3 villageoises dont je fais partie, on a lancé, qui était de créer un espace de soins pour nos activités perso. Et du coup, on s'organise entre nous pour se répartir l'espace. Voilà, on a quelques petits outils, des tableaux, des outils de communication. Donc on est à 3, ça va. Et puis on a aussi cet accord avec Pour, comme c'est un espace de Pour. Chaque espace de Pour, comme le Ricochet aussi, on donne un pourcentage à Pour de toutes nos recettes qu'on fait dans cet espace. Pour que ce soit juste aussi pour Pour. Parce que c'est Pour aussi qui nous met à disposition ce lieu et qui nous permet de vivre cette activité en partie, quoi. On a un outil pour communiquer entre nous sur Discord. Ça, Adrien sera peut-être plus précis que moi, mais on a à peu près une 50aine de sujets, de salons répartis dans des thématiques plus précises. On aura une dizaine de thématiques et il y a dedans 5 à 6 en fonction de l'activité économique, de l'éducation, de l'humain, des sorties, des photos. Donc et ça peut être un des outils qu'utilisent les filles. Nous, techniquement, on utilise juste un Google Agenda partagé. Et à chaque fois qu'il y en a une qui a un rendez-vous, on le note et on est au courant de tout ça. Et puis après, on communique beaucoup pour que ce soit juste et équitable pour nous toutes, quoi. J'ai pas compris, pardon, ce que vous donnez à Pour en échange du lieu. J'ai compris, on donne nos recettes à Pour. Un pourcentage. Non, un pourcentage des recettes. C'est 10%. 10% de nos revenus mensuels, on le verse à Pour. C'est comme... c'est un espace qu'on a, on va dire, bonifié de Pour, mais ça reste un espace de Pour, et donc on trouve ça juste de reverser une partie à Pour. Pour est une identité pour nous. Et donc voilà, chacun, quand il développe son activité économique sur Pour, c'est comme s'il payait son petit loyer, en fait. Notre salle de soins, c'est notre cabinet, on paye un petit loyer, quoi. Merci. Voilà, on n'est pas une secte, on ne donne pas tout notre argent à Pour. Ça, c'est 10% hors de question. seulement. On paye juste la dîme. C'est moins que l'URSSAF. L'URSSAF, c'est 22. Alors. Est-ce que les rôles tournent? Non, je serais à vie le lit d'éducation. Non. Plus ou moins, comme diraient les Ariégeois. Non, Les rôles chaque année, quand vous avez vu tout à l'heure les leads et les co-leads, du coup, on les a pas vus là, mais on fait des élections qu'on appelle sociocratiques. Dans le Nord, c'est des élections sans candidat. Ça veut dire que ça peut tourner comme ça peut rester comme c'est, en fonction de où on voit les personnes et où la personne elle-même a envie de dire « Ok, j'ai entendu les différentes voix, je me propose ». C'est comme ça que ça marche. Je me propose, puisque vous avez été nombreuses et nombreux à vouloir de moi à ce poste-là.
ou je refuse, j'en ai marre et je veux complètement changer, donc il y a une autre personne qui prend le lead. Donc ça peut tourner comme ça peut rester, mais en tout cas, il y a clairement une volonté aussi d'un côté de la stabilité, un côté de faire avec la motivation intrinsèque et d'écouter aussi ceux qui sont en surmenage ou pas. Donc ça dépend de chacun. Il y a des leads qui ont tourné, il y a des leads qui sont restés. Ramin par exemple, je pense qu'il a depuis le début le rôle de la gestion, depuis les 7 ans qu'on est là. Ouais. Et c'est pas parce que j'ai pas envie de le transmettre, c'est parce que pour l'instant personne n'a eu le mélange de motivation et de compétence, surtout la compétence en fait. Et donc je suis en recherche parmi les futurs peut-être qui vont nous rejoindre. En tout cas, il y a la volonté que ça tourne. En tout cas, chaque année, au mois de novembre, il y a une belle semaine qui est dédiée à ça pour redistribuer les cartes en fait. Et qu'on remet tout à plat et en fonction des besoins et tout ça, tout ce qu'a nommé Guillaume, bah, hop, il y a une nouvelle map qui se dessine, quoi. Et c'est important qu'il y ait cette possibilité de tourner, justement pour pas que ce soit statique, figé, que le pouvoir tourne et que chacun puisse nommer s'il se sent bien avec la nouvelle année qui se dessine, quoi. Donc, ouais, chaque année est un nouveau visage. Et là, on vient de nommer les rôles de coordination, donc les leads, mais après, il y a, comme je vous ai montré tout à l'heure, il y a 150 rôles, donc il y a plein de rôles, alors sur lesquels on s'attend à un engagement sur l'année. C'est ça qui garantit la stabilité. Et puis chaque année, quand on rabat un peu les cartes, j'ai l'impression que c'est à peu près un quart ou un tiers des rôles qui effectivement tournent. Donc habituellement, il y a quand même une stabilité sur plusieurs années quand une personne prend un rôle. C'est aussi ce qui permet de soulager la communauté parce qu'il y a un certain coût de coordination à chaque fois qu'on change un rôle, évidemment. Il y a un temps de tuilage, de formation, tout ça. Donc c'est pas quelque chose qu'on fait tous les 4 matins. Mais le mieux quand même, c'est quand une personne sent qu'il faut changer, qu'elle n'ait pas la pression, elle est invitée quand même à le nommer, et ok, on va se la répartir et on entend là ton besoin, quoi. On jongle un peu avec tout ça. Ouais. Et il y a aussi, ça répond à cette mission, à cette raison d'être qu'a nommé tout au début Ramin, qui est de déployer un écosystème d'apprentissage, et ça permet ça aussi, de pouvoir prendre n'importe quel de ces 150 rôles. Bah, c'est une manière de monter en compétence, de découvrir de nouveaux domaines qui pourraient être chouettes et d'être en co-facilitation ou en co-transmission. C'est énorme les transmissions qui se passent à Pau du fait qu'il y ait 150 rôles et que ça puisse tourner et qu'on puisse s'entraîner pour transmettre tout ça. Ouais, merci de dire ça. D'ailleurs, je me sens un petit peu désolé d'avoir parlé d'un coût de transmission parce qu'en fait, c'est aussi une richesse. C'est surtout une richesse en fait quand il y a de la transmission. C'est ce que disait Guillaume, c'est une question d'équilibre. Si tout le monde change de rôle d'un coup, bah là, le coût, on le sentirait. Donc c'est une question d'équilibre. Alors, quel est l'engagement financier pour la période d'essai d'un mois? Effectivement, cette période d'essai est un peu spécifique en termes de l'engagement financier qu'on attend et c'est indiqué sur le site. Alors, si je ne me trompe pas, c'est 1 000 € par adulte et 250 € par enfant pour ce premier mois. Et c'est au-delà de ce premier mois qu'on enclenche le système de 500 à 900 € par adulte par mois. D'accord, et moi il me semblait quand c'était des couples ou quoi, ça faisait un peu moins, c'était 1900, c'était pas 1000 et 1000, ça faisait 1900, et je sais plus avec les enfants comment ça fonctionnait, mais là, ouais, sur le site, il y a le détail. 1800, je pense. Ouais, bref, 1800, ouais. Il y a le détail sur le site. Ouais. Alors, il reste 5 minutes. Est-ce que, Adrien, c'est les 2 dernières questions, mais est-ce qu'il y en a d'autres? Ok, donc il y a 2 questions. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sent qu'il y a une 3e question brûlante pour qu'on prenne les 3 et on fasse une clôture avec ça? Pas de petite main qui se lève. Ah, une question d'actualité. Ok, une question un peu liée à la politique. Tu veux la prendre? Ah ouais. Je me sens, mais alors pas du tout menacé. Attends, tu peux la lire? Pardon. Est-ce que vous sentez votre modèle d'éco-village et d'école démocratique menacé par l'arrivée peut-être de l'extrême droite au pouvoir? Alors là, franchement, ce que ça va changer sur mon quotidien, je pense pas loin du zéro. Ça va peut-être nourrir quelques discussions. C'est ça que ça peut changer mon quotidien. Je sens pas du tout une menace. C'est pas mon envie en termes de politique. J'ai pas honte de dire que c'est pas eux que je veux au pouvoir. Mais j'ai aucune pression. Comme il y en a qui sont éco-anxieux, moi je suis pas poli-anxieux, politique-anxieux. Je sais pas comment on dirait. Honnêtement, il n'y a pas de souci. Je sais pas vous. Ça fait... Moi, je suis presque comme toi. Enfin, il y a quand même pas mal des appels qui ont été faits par le milieu des associations et de l'économie sociale et solidaire en disant ça va être vraiment dangereux parce que les budgets vont être réduits, toutes les subventions vont être supprimées pour les trucs qui apportent, qui sont dans la dimension de la justice sociale, de la solidarité et de l'écologie.
c'est vrai que l'extrême droite s'est quand même positionnée de manière assez claire contre tout un tas de choses qui sont écologiques, genre le développement des énergies renouvelables, voilà, pas mal de choses qui vont dans le sens de ce que nous on aime bien faire. Et du coup, ouais, il est quand même à craindre que, je sais pas, quel genre de bâton dans les roues il pourrait mettre, mais si quelque part, je sais pas, au ministère et à la préfecture, ils se mettent d'accord que les écovillages c'est de la merde et qu'on va les embêter, il y a un scénario possible de harcèlement institutionnel et administratif, de venir nous faire des contrôles dans tous les sens pour nous exaspérer, nous épuiser. Enfin, je pense que si le gouvernement a envie de nous nuire, il pourrait. Donc si un gouvernement d'extrême droite arrive et déteste les écovillages, ça pourrait nous nuire. Après, est-ce que je m'en inquiète vraiment? Je sais pas, je pense que ce serait quand même difficile de vraiment passer à l'acte, de venir nous violenter, venir nous, je sais pas, nous emmerder et nous intimider. Je trouverais ça quand même très bizarre. Et pour l'école démocratique, je suis pas inquiète parce que l'extrême droite s'est plutôt positionnée à l'inverse de l'extrême gauche. L'extrême gauche est plutôt pour l'école de la République pour tous, et les écoles privées et surtout les écoles démocratiques, ils n'en veulent pas. Alors que l'extrême droite est plutôt pour l'instruction en famille, blablabla. Même si tout ça est politique, mais voilà, j'ai l'impression que ce ne sera pas ce gouvernement qui mettrait des bâtons dans les roues dans les écoles privées, c'est plutôt d'autres gouvernements possibles. Voilà, ça c'est d'après ce qu'ils annoncent. Mais après, il n'y a pas d'extrême droite qui était au pouvoir depuis très longtemps, même depuis jamais. Donc, à part sous le temps de Vichy avec la collaboration, mais depuis il n'y avait pas, donc oui, ça serait une surprise. Et moi, j'ai la croyance que nous développons tellement une adaptabilité, nous, que je pense qu'on va trouver des choses pour s'adapter, quelles que soient les circonstances. Ouais. Je crois que de tout temps, il y a eu des moments difficiles dans l'histoire, et les gens se sont adaptés. Parole de la sagesse. Voilà, merci. Oui, je pense que c'était une des planches aussi. On a un mode de vie assez résilient, et donc je suis vraiment aussi, comme Martine, confiante qu'on saura être créatif et solidaire pour trouver des solutions et continuer à exister. Avec nos animaux, c'est la dernière question. Combien d'animaux y a-t-il dans l'éco-village? C'est pas facile si vous voulez un nombre exact, parce que combien de moutons? Une quinzaine de poules, 4 moutons, 3 4. On a 3 chiens, 4 chiens même. T'as dit quoi? 3 poneys. 3 poneys. Du chat, est-ce qu'il en reste? Il en reste qu'un? 2? Un deuxième qui arrive. Ouais, bon, voilà. Qui est arrivé. Allez, on arrondit une quinzaine d'animaux. Et les animaux sauvages, donc il y a des blaireaux, des chevreuils, des sangliers, lièvres. Des lièvres. Plein d'oiseaux, etc. Ouais, plein d'oiseaux. Des rossignols en ce moment. Des grenouilles autour de la piscine qui chantent. Et comment recevoir le replay? Ça va arriver dans votre boîte mail, donc il n'y a rien à faire. Il y a rien qui va gérer. C'est moi qui vais gérer. C'est il est 21h30. Peut-être que ça ferait plaisir quand même de prendre juste 5 minutes supplémentaires et entendre un peu feedback. Des retours. Peut-être plusieurs personnes qui prennent une trentaine de secondes pour nous dire comment c'était de suivre ce webinaire. C'est l'instant évaluation. N'hésitez pas, on est assez ouvert. L'instant gratitude, si vous voulez. Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent prendre la parole et dire voilà, comment c'était en quelques mots pour vous cette présentation et ces échanges? Derrière un écran, certes, mais... Ouais, moi je veux bien prendre la parole. Vous m'entendez? Oui. Ouais. Ça fait depuis longtemps que je m'intéresse à les éco-villages, les collectifs et tout ça, et je trouve que vraiment c'est trop bien ce que vous décrivez. Ça donne vraiment envie. Et puis ce que j'aime beaucoup, c'est cette envie que vous avez de transmettre, de partager. On sent qu'il y a vraiment quelque chose de très ressourçant en fait dans ce que vous décrivez, avec aussi ces mouvements de gens qui viennent, qui repartent, mais je suis sûre qu'ils ne repartent pas à vide quoi. Ils se sont enrichis avec ce que vous leur avez apporté, ils vont peut-être essaimer ailleurs, donc c'est vraiment cette idée que je trouve vraiment très intéressante. Ben, merci. Oui, alors on entend très faiblement. Ah, alors je ne sais pas comment faire pour que vous m'entendiez plus. Si je parle plus fort, ça va? Oui. Alors, bonjour à tous et merci pour cette présentation. Pour ma part, j'ai l'impression que tout ce que vous décrivez convient à ce à quoi j'aspire. Donc,
trop bien. C'est gentil, et là tu soulèves. Bonjour à Lynn, que je connais pas, mais que j'avais rencontré sur Facebook. Yes. Et parce que je suis à Montréal, en Polynésie, et je l'ai. Voilà. Ok. C'est bien à Lynn que je vends ce webinaire. C'est gentil, et tu soulèves un point qui est hyper intéressant. Et à bientôt. Ne débarquez pas à Pourgue, juste si vous passez devant la route, sans nous prévenir en fait, parce qu'on a des gens qui des fois se retrouvent dans notre jardin et qui passaient par là. Il y a le vendredi soir où le café est ouvert, là c'est bon, mais sinon en dehors on est quand même un lieu privé. Hein. Donc oui dans les stages, dans les formations, mais s'il vous plaît. Et au café. Et au café, mais pas en dehors, parce que ça reste un lieu quand même. Parfois il y a des personnes qui sont dans le jardin, dans notre trampoline, on ne sait pas qui c'est. Même dans la cuisine, on a déjà eu des gens dans la cuisine. Bonjour. Alors, Guilhem et Blanche. À vous, salut. Salut. Moi j'ai envie de vous remercier beaucoup. Vous entendez bien? Oui. Très bien. Oui. Et aussi je reçois beaucoup de la fluidité de l'organisation et je trouve que vous incarnez super bien la structure au service du cœur. Donc ça nous remotive bien. On l'était. Vas-y, tu veux dire un truc aussi? Ouais, on était bien motivés, mais ça fait un moment qu'on n'y pensait plus trop. Mais là, moi, c'est vrai que de vous entendre, ça m'a redonné un gain de motivation. Donc, à suivre. Je vois qu'on connaît déjà quelques signes. Revenez. Alors là, vraiment, enfin, Guilhem nous a régalé de son concert de Vielle-à-Roux l'année dernière. Là, c'était vraiment trop bien. Reviens, s'il te plaît. Des fidèles de Pau, Guilhem et Blanche. Ouais, avec plaisir. Le café est ouvert le vendredi que pendant la haute saison. En gros, le café est ouvert de mai à octobre. À octobre, à vérifier, il y a un Facebook et il y a un Telegram sur lequel on peut vous ajouter. Vous faites la demande sur Facebook et il vous ajoute. Mais voilà, à vérifier s'il y a mauvais temps ou quoi. Mais voilà. Là, on est dans la période où ça va être ouvert tous les vendredis soirs. Alors, Daniel, avant-dernière personne. Oui, bonsoir à tous et merci pour cet enthousiasme. Je voulais savoir s'il y avait des options pour venir cet été, sous quel format, sous quelle forme. Toutes celles qu'on a exposées tout à l'heure, je ne sais pas si tu étais là pendant le webinaire, là l'été c'est les semaines immersives. Donc c'est une sorte de vacances, les gens arrivent le dimanche en fin d'après-midi, repartent le samedi avant midi. Et donc voilà, là il y a un cercle d'ouverture. Alors on t'installe dans ton lieu, il y a un cercle d'ouverture. Les gens peuvent dormir soit en flexi-yurt, soit dans une chambre. Et hop, c'est parti pour les activités, les soirées, les danses, les ci, les ça. Réflexion sur la gouvernance. Oh, j'assiste à une réunion. Oh, je vais aller à la piscine. Oh, il y a un concert là-bas. Ouais, bon, il y a plein de choses. Et on fera des beaux ateliers de méditation. Voilà, super. Et il faut s'inscrire, j'imagine, bien sûr, au plus tôt. Et pour l'instant, il y a encore de l'espace libre, surtout juillet, août. Oui, et tu peux aller sur le site directement et tu as toutes les dates et les billetteries. Et puis c'est Adrien qui prend les réservations. Adrien qu'on ne voit pas, faudrait que tu viennes à un moment donné. Oui. Merci beaucoup. Et on voit la main. Alors, peut-être un dernier retour, là, on peut vraiment fermer les questions et avoir un dernier retour d'une personne qui a suivi ce soir. Est-ce que vous auriez envie de nous... On a la culture du feedback, donc n'hésitez pas, qu'est-ce que vous avez apprécié ou pas apprécié? Alors, Caroline. Moi, je voulais juste vous remercier. Comme je l'ai dit précédemment, ça fait un moment que je vous suis, plusieurs années, que je suis Ramine en fait depuis l'école démocratique. C'est toujours un bonheur d'être avec vous. Vous avez une positivité qui fait du bien, qui donne forcément le smile. Et il me tarde vraiment de pouvoir venir vous rencontrer. Ça fait des années que je me dis je vais revenir en France. Et dès que je reviens en France, je viens vous voir. Mais je ne suis pas super pressée de revenir en Europe, surtout en ce moment. on est bien dans le sud. Mais non, il faut quand même que je revienne un peu pour la France. Et je suis ravie de voir que je vais pouvoir venir avec mes filles. Il me tarde de leur montrer tout ça. Donc merci à vous. Je sais que c'est pas forcément facile tout ce combat. Je l'ai suivi au fur et à mesure. Félicitations d'amener Pourgue, de tenir Pourgue comme ça, de la faire évoluer.
Et merci encore de partager votre savoir et de permettre à des gens qui sont jusqu'à 11 000 km. Je crois que la Polynésie, elle est encore plus loin que moi. Donc, merci voilà, de vous ouvrir aussi justement en dehors des frontières et de nous faire partager tout ça. Voilà. Merci de ton retour. Merci Caroline. Et puis sache que l'Ariège, on a l'impression qu'on n'est pas en France ni en Europe. On a l'impression que c'est un département, je sais pas. C'est un peu le bout du monde. Beaucoup de Français ne connaissent pas l'Ariège. Il faut passer par Paris. À un moment donné, il faut que je passe par les douaniers de Paris. Et rien que ça, tu vois, c'est... Oui, c'est dur. Et ouais, merci Caroline pour ton soutien sur Enfance Libre. Donc là, tu faisais référence à ça, sur le combat qu'on porte, Marjorie et moi, et qui fait que notre mode de vie est déjà en danger par le gouvernement actuel d'extrême centre, comme on aime l'appeler. Voilà, avec l'instruction en famille qui est en train d'être remise en question et qui fait qu'on doit se mettre en désobéissance civile pour pouvoir continuer de le faire. Donc pour les personnes que ça intéresserait, vous pouvez... On est d'ailleurs convoqué demain matin à 8h à la gendarmerie, voilà, pour la petite actualité. Enfance Libre, tout à fait d'actualité. Voilà, avec le sourire. Dans mon implication dans la communauté française ici, j'ai de temps en temps accès à certains sénateurs, à certains députés, et j'arrive quand même à leur parler de ce qui se passe. Et, comme moi je suis dans cette idée-là, je leur parle de cette idée-là, et à chaque fois, je prends le village de Pourgue comme exemple. Merci de la diffusion de Pourgue. Certains sénateurs et députés entendent parler du... Trop bien. C'est bien aussi que ça touche quelques strates comme ça, parce que je crois que dans les 50 personnes de ce soir, il n'y en avait pas. Donc, tu bien. Ben, merci beaucoup. Merci pour tous vos super sympathiques messages dans le chat que j'ai lu au fur et à mesure. Vraiment, c'était cool de connecter avec tout ce monde ce soir. On est franchement impressionné qu'il y ait eu autant de monde d'inscrits. Donc, donc il y a eu 250 personnes qui sont inscrites. Et donc là, il y en avait 60 qui étaient présentes ce soir. Donc presque 200 qui attendent le replay. Super, quoi. Enfin, vraiment, ça fait trop plaisir. On s'y attendait pas vraiment. L'année dernière aussi, c'était un gros succès, ce webinaire. Donc, comme quoi, il y a un besoin. Et puis, on va continuer de faire ça au moins une fois par an, quoi. Et si vous avez envie de venir jouer avec nous cet été, jouer, que ce soit en jeu, en danse, en réflexion sur les schémas de comment on gère un collectif, ben, vous savez où on est. Yes. Et à bientôt. Au plaisir de vous voir en vrai. Bonne soirée. Chez nous. Bye bye. Ciao. Bonne soirée.